La magie et l'hypnose. Introduction générale. Chapitre 1er. L'homme astral. Le corps invisible de l'homme. Il est presque impossible de comprendre les rapports de la magie et de l'hypnose si l'on ne connaît pas, au moins d'une façon générale, les théories de l'occultisme concernant la constitution de l'homme. Nos lecteurs habituels connaissent déjà les enseignements traditionnels à ce sujet, mais il est nécessaire de rappeler certains points importants pour permettre à tout lecteur de saisir le caractère des expériences que nous allons relater. Il y a une différence immédiatement perceptible entre un cadavre et un homme vivant. Il y a aussi une différence sensible entre un crétin des Alpes et un homme en pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles. Aussi, l'occultisme a-t-il toujours enseigné à travers les âges que l'être humain était composé de trois principes: le corps physique ou le cadavre, la vie ou médiateur plastique, corps astral, qui anime chacune des cellules du corps physique, et enfin l'esprit immortel, se manifestant par l'intelligence et la volonté. Et ici, il nous faut revenir encore sur une question primordiale: l'existence d'un principe intermédiaire entre l'esprit immortel et le corps physique est-elle une réalité ou une hypothèse philosophique? Les philosophes et les métaphysiciens, au chapitre médiateur plastique de leur dictionnaire, annoncent gravement qu'admettre l'existence d'un principe intermédiaire entre l'âme et le corps, c'est reculer la difficulté et non la résoudre. À cela, il n'y a qu'un petit malheur: c'est qu'il existe des organes physiques destinés à entretenir la vie, sans que la conscience ait à s'en occuper le moins du monde, et que les plus subtils raisonnements philosophiques ne parviendront jamais à détruire les fonctions du nerf grand sympathique. Quand je dors, mon âme n'agit pas sur moi et ne se manifeste pas à ma conscience, sauf dans les illogismes du rêve, et cependant cela n'empêche pas mon cœur de battre et mon estomac de digérer. Faut-il admettre avec certains philosophes que mon esprit immortel se livre lui-même à la douceur de la fabrication des excrétions organiques? Si quelques raisonneurs voulaient soutenir une telle absurdité, l'anatomie et la physiologie se chargeraient de le remettre sur la voie de la logique en lui montrant, la première, que les muscles à fibres lisses existent, et la seconde, que les fonctions de la vie végétative sont indépendantes presque entièrement des actes de la conscience. Comment se rendre compte des phénomènes de l'hypnotisme si l'on ne possède pas quelques données même élémentaires de psychologie? Or, ces données que nous avons développées de notre mieux dans notre traité élémentaire de magie pratique, nous allons les résumer aussi succinctement que possible en quelques pages. Laissant de côté les fonctions de réparation et d'entretien du corps physique auquel préside et cet inconscient, ce corps astral, ce médiateur plastique, comme on voudra l'appeler, nous allons nous occuper uniquement ici des fonctions psychologiques. Laissant de côté les fonctions de réparation et d'entretien du corps physique auquel préside cet inconscient, ce corps astral, ce médiateur plastique, comme on voudra l'appeler, nous allons nous occuper uniquement ici des fonctions psychologiques. Les sensations que nous recevons du monde extérieur sont accompagnées d'appétit, d'impulsions, de passions qui viennent de nous-mêmes. Nous pouvons nous laisser aller à ces appétits et à ces impulsions, ou nous pouvons empêcher cet entraînement. De là notre liberté. Il y a en nous un être impulsif, passionnel, qui, dès qu'il a un désir, une envie, pousse tout l'organisme vers la satisfaction de cette envie. Et il y a un être raisonnant, libre, qui peut arrêter ses impulsions ou s'y laisser aller à son gré. Fabre d'Olivet, que nous considérons comme le plus éminent des psychologues modernes, a représenté ces impulsions par des roues engrenées les unes aux autres.
Suivons cette voie et représentons cet animal qui est en nous, cet être impulsif par une roue engrenée sur d'autres petites roues qui entraînent les bras et les jambes. Nous aurons ainsi une image frappante des faits réels. La roue centrale, une fois mise en mouvement par un appétit ou un désir, entraînera les membres vers la satisfaction de cet appétit. Comment représenterons-nous dans ce cas la volonté libre de l'homme? Par un frein quelconque agissant sur cette roue et pouvant soit arrêter la roue, soit la laisser tourner. Deux mains tenant la roue en un point quelconque représenteront parfaitement ce frein. Cette image très simple indiquera donc clairement ce que nous voulons dire. Il est temps maintenant de revenir à des considérations scientifiques. Cherchons quelques détails au sujet de l'action possible de l'esprit immortel sur le corps physique au moyen de cet intermédiaire dont nous avons parlé. Le corps physique est l'instrument d'action sur lequel peut opérer l'esprit. Mais l'esprit n'agit pas directement sur les cellules de l'organisme qu'il veut mettre en mouvement. L'esprit utilise à cet effet une force spéciale qui est la force nerveuse. Arrêtons-nous avant d'aller plus loin et donnons quelques images pour bien faire comprendre notre affirmation. Quand je veux toucher une note d'un piano, c'est mon cerveau qui est l'instrument de ce vouloir. Et pourtant, ce n'est pas lui qui va accomplir l'action indiquée. C'est le bras, obéissant à l'impulsion du cerveau, qui va se lever et permettre à la main de toucher la note demandée. Dans ce cas, le cerveau est l'image de l'esprit et le piano est l'image du corps physique. Entre le cerveau et le piano, il y a le bras. De même qu'entre l'esprit et le corps physique, il y a la force nerveuse. Dans les deux cas, bras ou force nerveuse sont des instruments d'action. Si mon bras est paralysé, c'est-à-dire si la force nerveuse ne réunit plus ce bras au cerveau, est-ce que cela veut dire que la volonté d'agir sur le piano est détruite? Non, n'est-ce pas? Si mon bras est paralysé, c'est-à-dire si la force nerveuse ne réunit plus ce bras au cerveau, est-ce que cela veut dire que la volonté d'agir sur le piano est détruite? Non, n'est-ce pas? Eh bien, si, pour une cause quelconque, l'esprit n'a plus à sa disposition de force nerveuse, il ne peut plus agir sur le corps physique. Cela veut-il dire que cet esprit n'existe pas? Personne ne le supposera et cependant voilà un des principaux arguments invoqués par le matérialisme pour nier l'existence de l'esprit immortel. On confond l'opérateur et ses outils et on applique à l'opérateur les accidents arrivés uniquement à son outillage. Veut-on une autre image d'un ordre différent? Ce télégraphiste qui envoie une dépêche représente l'esprit. L'appareil qui reçoit la dépêche représente le corps physique et le courant électrique qui réunit le télégraphiste et l'appareil récepteur représente le médiateur plastique ou corps astral. C'est toujours en confondant le courant électrique avec le télégraphiste que les matérialistes vont chercher des arguments. Nous jugeons inutile d'insister davantage. Nos lecteurs auront saisi l'importance et l'action de cette force nerveuse intermédiaire psychologique entre l'esprit et le corps. C'est à elle que certains auteurs ont donné le nom d'âme, disant que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps. Spiritus, anima et corpus de saint Paul. Cette force nerveuse a donc une importance considérable puisque c'est elle qui fait tout marcher dans l'organisme et c'est en agissant sur elle que l'esprit arrête net les impulsions de l'être passionnel de l'animal qui est en chacun de nous. Mais pour cela, il faut un exercice. Il faut l'habitude d'étudier ces passions et de leur résister. Et beaucoup d'êtres humains ayant totalement perdu cette habitude ont rompu volontairement les relations de leur esprit avec l'être impulsif et subissent passivement
des impulsions qu'ils enregistrent et auxquelles ils ne résistent jamais. Ce ne sont plus que des moitiés d'hommes dont ils n'ont souvent que le nom. Mais il ne faut pas croire que l'action de l'esprit se borne uniquement à arrêter les entraînements de l'être impulsif. À côté de cette fonction purement passive, l'esprit en a une foule d'autres dont une est surtout capitale. C'est la faculté de faire exécuter ses idées par l'organisme ou plutôt de plier l'organisme à l'exécution d'une idée fermement arrêtée. Cela s'exécute comme toujours par l'intermédiaire de la force nerveuse. Par exemple, mon esprit conçoit l'image d'un triangle et veut réaliser cette image sur le plan physique, c'est-à-dire la rendre matérielle d'idéal qu'elle est. Aussitôt, mon esprit présente cette image au corps astral. La force nerveuse se met en mouvement et va actionner les cellules de la main pour leur faire reproduire, au moyen d'un crayon, l'image qui est dans le cerveau. Dans ce cas, c'est l'esprit lui-même qui a mis en action les membres pour réaliser une de ses idées. Ce cas est bien différent de celui où l'organisme ayant faim, la main est poussée vers un étalage de boulanger. Mais l'esprit, sachant qu'il va s'agir d'un vol, arrête net le mouvement du bras. Ces deux exemples nous semblent éclairer assez bien les deux cas. Nous n'entrerons pas davantage dans l'analyse de ce phénomène qui souleverait d'importantes questions accessoires, morale, responsabilité, etc., etc. L'idée a une action toute spéciale sur l'être impulsif et peut le mettre en mouvement aussi bien que la sensation et, chose bien digne de remarque, l'esprit n'a pas à intervenir toujours dans la réalisation d'une idée. L'être impulsif, dressé par l'habitude, comme on dresse un animal, a le pouvoir de mettre mécaniquement presque les membres en action pour réaliser cette idée. Faut-il un exemple entre 100? Une ménagère qui tricote en faisant la causette avec ses voisines répond au cas actuel. Qu'est-ce qui dirige les doigts? Qu'est-ce qui leur fait exécuter un dessin figuré par les mailles du tricot? Est-ce l'esprit? Pas le moins du monde, puisqu'il est occupé à assembler des idées sur les potins des voisins. Qu'est-ce donc alors? C'est ce que la philosophie contemporaine appelle l'inconscient, ce que nous appelons l'être impulsif ou le corps astral, et ce que le médecin appelle des mouvements réflexes. On peut lui donner une foule de noms, mais il n'en est pas moins vrai que cela existe, et existe bien positivement, et que cela n'est ni l'esprit ni le cadavre. Après, appelez-le comme vous voudrez, pourvu que vous ayez bien compris son action. Cet être impulsif a une intelligence personnelle qui lui permet d'exécuter une épreuve matérielle d'après un modèle donné d'une idée. Et ici, la physiologie va nous fournir de précieuses indications. De même que cet être impulsif faisait marcher les doigts de la ménagère pour lui faire assembler la laine d'après un dessin jadis appris et imposé par l'esprit, de même cet être impulsif construit et répare l'organisme d'après une forme type établie d'avance et sans que l'esprit ait à intervenir. Je me suis écorché le bout du doigt et j'ai détruit une foule de ces fines césulures caractéristiques des phalangettes. Est-ce que mon esprit va s'occuper de cette réparation? On sait bien que non. C'est mon être impulsif, mon corps astral, qui va silencieusement refaire une à une ces petites ciselures dans leur dessin primitif. Il refait ainsi chaque morceau de moi-même d'après le modèle type que la nature lui a une fois fourni. Et c'est là ce qui explique comment nous gardons, ou à peu près, la même physionomie alors qu'en moins de 6 ans, toutes les cellules de notre corps ont été détruites et remplacées plusieurs fois. Le corps astral est là qui accomplit sans fracas sa patiente besogne et qui modèle le corps physique d'après le type déterminé par la nature. Nous avons déjà consacré plusieurs chapitres de notre traité élémentaire de magie pratique à cette action et nous n'y reviendrons pas. Qu'on se souvienne seulement de cette faculté qu'a le corps astral d'exécuter passivement l'idée. On voit ainsi le double aspect sous lequel se présente à nous ce corps astral.
1. En bas, dans ses relations avec le corps physique, il fait sa petite cuisine, transforme les aliments et va porter le chyle dans le sang, assiste à l'oxydation du globule sanguin par l'air, à son électrisation par le fluide solaire, puis va reporter consciencieusement le sang, receleur de matière et de force aux cellules qui en ont besoin. Il met en réserve dans le ganglion lymphatique la matière non utilisée, dans le ganglion sympathique la force non utilisée pour constituer la réserve de cette précieuse force nerveuse qu'il met à la disposition de l'esprit. Si l'organisme est attaqué, c'est encore lui qui défend de son mieux, amenant au point menacé les réserves des cellules embryonnaires chargées de manger les microbes. Enfin, c'est un travail de femme d'intérieur auquel l'esprit n'a rien à voir et le corps astral s'en acquitte de son mieux. Voilà pour le bas. 2. Mais ce corps astral est aussi en relation avec les membres et les organes à fibres striées qui sont du domaine direct de l'esprit. En bas, le corps astral était le maître. Ici, il devient le serviteur. S'il a besoin d'aliments et qu'il pousse les jambes et les bras pour aller en chercher, et si l'esprit ne juge pas le moment encore venu, toute l'impulsion est arrêtée par un coup sec imprimé à la force nerveuse, par la volonté de l'esprit qui a toute liberté, même dans certains cas, celle de se suicider en se laissant mourir de faim. Le corps astral a beau réclamer de la nourriture, l'esprit ne lui en donne pas parce qu'il a le pouvoir de résister à toutes les incitations de l'être impulsif quand il le veut. D'autre part, l'esprit n'a qu'à formuler un jugement, à fixer l'idée qu'il faut réaliser, et aussitôt le corps astral se mettra en mouvement, consacrant tous ses efforts à obéir dans la mesure de ses moyens au Maître Tout-Puissant. Mais, encore une fois, pour que tout cela se produise, il faut que l'esprit ait à sa disposition de la force nerveuse, c'est-à-dire que tout marche physiologiquement. Voyons ce qui se produit dans les cas où il manque un des facteurs de l'harmonie dans le cas d'une marche pathologique. Je sors d'une longue maladie, je suis en convalescence. Que fait mon corps astral? Il met les bouchées doubles et emploie toute la matière et toute la force disponible à faire de nouvelles cellules pour remplacer celles que la maladie a emportées ou détériorées. Dans ce cas, il ne reste plus assez de force nerveuse pour permettre à l'esprit d'agir activement, ce qui fait que mes facultés intellectuelles sont faibles, non pas parce que l'âme n'existe pas, argument matérialiste, mais bien parce que mon esprit n'a pas à sa disposition la force nerveuse nécessaire pour transmettre ses idées au corps physique. C'est le courant électrique, ce n'est pas le télégraphiste qui est faible. Autre exemple. J'ai beaucoup travaillé tout le jour. J'ai soumis mon cerveau et tout mon système nerveux à un travail considérable. Que va-t-il arriver? À la fin de la journée, mon esprit n'a plus assez de force nerveuse. Il cesse peu à peu ses rapports avec mon corps. Je me sens fatigué et je m'endors. C'est-à-dire que mon esprit laisse la place libre au corps astral. Celui-ci, profitant du sommeil, va vite refabriquer la force nerveuse usée, refaire les cellules nerveuses détruites, et quand la force nerveuse sera en quantité suffisante, mon esprit entrera de nouveau en contact avec mon corps. Je reprendrai conscience de mon corps, je m'éveillerai frais et dispos, prêt à de nouvelles dépenses de force nerveuse. Comprenez bien cela et vous verrez comme les arguments dits physiologistes des matérialistes sembleront ridicules et mesquins.